Affaire Boukangalonzo Matata Poni, condamné à 10 ans de travaux forcés et interdit de vote et d'élection pendant 5 ans après avoir purgé sa peine principale. Verdict de la Cour constitutionnelle qui a également ordonné la confiscation des biens de l'ancien Premier ministre et de ses co-accusés proportionnellement à la somme détournée. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la circulation alternée selon les plaques paires et impaires ne sera pas d'application. Le ministre provincial des Transports annonce par ailleurs une série de nouvelles mesures applicables de ce mercredi. Le Vatican pourrait devenir un nouveau cadre de négociations dans la crise russo-ukrainienne. Le pape Léon XIV se dit prêt à accueillir les pourparlers de paix soutenus déjà par plusieurs leaders occidentaux. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après plusieurs reports, la Cour constitutionnelle a enfin rendu son verdict dans l'affaire Boukangalonzo. L'ancien Premier ministre Matata Poni est condamné à 10 ans de travaux forcés et il est interdit de vote et d'élection pendant 5 ans après avoir purgé sa peine principale. La Cour a également ordonné la confiscation de ses biens et de ses co-accusés proportionnellement à la somme détournée et a exclu toute possibilité de libération conditionnelle ou de réhabilitation pour l'ancien Premier ministre. L'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globlet Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. Alors que la situation sécuritaire se dégrade dans l'est du pays où la rébellion occupe quelques parties du nord et sud Kivu, les députés nationaux ont voté pour une énième prorogation de l'état de siège ce mardi. Une mesure exceptionnelle qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union sacrée. Certains élus de l'Est regrettent et pensent que cette nouvelle prorogation n'avait pas lieu d'être au regard de la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC. Nous ne sommes pas satisfaits et vraiment c'est un discrédit que notre président a aujourd'hui donné à la plénière. Donc c'est une mauvaise image que nous donnons à l'opinion, puisque moi je suis de Walikale, vous savez une grande partie, car presque 92% de Walikale est encore sous contrôle du gouvernement de la République. Et les gens de Walikale, mes électeurs, réclament la fin de l'état de siège. Puisque si aujourd'hui nous avons des difficultés, c'est à cause de cet état de siège qui a été très mal préparé alors que c'était une idée géniale. Et aujourd'hui, nous donnons une très mauvaise impression à la communauté nationale et internationale, comme si nous sommes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Donc aujourd'hui, les territoires aujourd'hui occupés par l'ennemi sont libérés. Il n'y a plus d'état de siège. Il ne faudrait pas pousser la population, donner l'impression que c'est Nanga qui vient mettre fin à l'état de siège. Il fallait un débat. Pourquoi le président Vital Kamerhe nous refuse de débattre de cette question cruciale qui concerne la sécurité nationale? C'est la frise de mauvaises intentions qui aujourd'hui nous met en difficulté vis-à-vis des électeurs qui nous ont mandatés ici. Et là, je dis que c'est très dangereux l'allure que commence à prendre cette législature, puisque nous risquons de croire que même les bureaux de l'Assemblée nationale seraient avec l'ennemi.
Donc, nous avons été très déçus le fait qu'on n'a pas eu de débat, puisque sans débat, on ne peut pas faire le Parlement. Alors pourquoi on continue à faire venir les membres du gouvernement pour présenter leurs projets de reconduction de l'état de siège? En mission officielle d'inspection des travaux initiés par le gouvernement et l'inauguration du palais de justice des Kalemi, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, séjourne depuis ce mardi dans la province du Tanganyika pour palper du doigt l'avancement de ces travaux à Kalemi. Plusieurs autres missions sont prévues pendant la semaine pour les gardes de Sceaux. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Et une autre mission d'itinérance, c'est dans les territoires des Sakania où les députés provinciaux du Haut-Katanga ont visité différents ouvrages construits grâce à la redevance minière, cela sous l'initiative du chef du secteur, Don Paulin Kambwanja. C'est une nouvelle image qui présente de nos jours le secteur des Balamba. Des infrastructures de base poussent comme des champignons sous l'initiative du chef de secteur, Don Paulin Kambwanja, qui, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à travers la redevance minière, le cahier de charges et la dotation des entreprises KCC, Frontia et Sabo Mining modernise de plus en plus cette entité décentralisée. En mission d'itinérance dans le territoire des Sakania, les députés provinciaux du Haut-Katanga, conduits par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabo Mwamba Michel, ont débuté leur mission par le secteur des Balamba. Accueillis par le chef des secteurs, ils ont visité différents ouvrages, commençant par le poste de santé des Kawimbi, en plein travaux de finissage. De là, la délégation s'est dirigée vers l'entrée de Kinsenda Kitotwe, où une salle polyvalente est construite selon les normes et dont les travaux sont presque finis. Arrivés à Kinsenda Gare, les honorables députés sont allés voir l'hôpital moderne déjà construit ainsi que la morgue juste à côté. Le guest house n'a pas été oublié. Ici, plusieurs machines de couture sont conservées pour un projet d'encadrement des jeunes filles. L'honorable Kabo Mwamba Michel a encouragé cet élan de développement. Nous sommes nous-mêmes étonnés. On ne pensait pas qu'on allait trouver tous ces ouvrages ici. Vous savez qu'on a sillonné dans beaucoup plus de nos secteurs jusque-là. Il n'y a pas assez de réalisations sur les secteurs. Parce qu'ailleurs, quand on donne l'argent, les gens pensent que cet argent est pour eux. Mais par contre, l'argent est pour développer le coin. Nous ne voulons pas qu'ils puissent s'enorgueillir par rapport à ça. Mais par contre, c'est une bonne façon de les booster davantage pour qu'ils fassent encore très bien. Et nous venons de rencontrer un vrai patriote. Parce que le patriotisme, un bon citoyen, c'est celui qui ne détourne pas les biens de l'État. Cette mission d'itinérance s'est poursuivie jusqu'à Lonchi, où les députés ont échangé avec la population avant la visite de l'entreprise minière Sabo Mining. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, je le disais au sommaire, la circulation alternée selon les plaques paires et impaires ne sera pas d'application. Le ministre provincial des Transports annonce une série de nouvelles mesures applicables dès ce mercredi. Parmi elles figure notamment la restriction des horaires des circulations pour les véhicules de 20 tonnes ou plus. Ils sont désormais autorisés à circuler uniquement entre 22h et 5h du matin. Totalement opposé à la fronde, le caucus UDPS Tshisekedi Sud Kivu à Kinshasa réaffirme son soutien indéfectible à Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ce caucus a également présenté plusieurs doléances au chef du parti. Le secrétaire général faisant fonction de président intérimaire de l'UDPS, Tshisekedi, a participé le samedi 17 mai dernier à une grande rencontre du caucus de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu à l'hôtel Campo. Cette rencontre, qui a rassemblé les filles et fils de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu, avait pour but de réaffirmer le soutien indéfectible de ce caucus au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au gestionnaire au quotidien de ce parti, l'honorable secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya. Les membres du caucus sont par ailleurs soumis leurs préoccupations en rapport avec la situation sécuritaire de leur province, actuellement sous occupation étrangère, mais aussi évoquer certaines indiscrétions susceptibles de permettre au parti présidentiel d'assurer sa survie.
Toutes ces doléances ont trouvé un écho favorable de la part du numéro 1 du parti au pouvoir qui a promis de les transmettre personnellement à l'autorité des tutelles. Dans son speech, Augustin Kabouya a par ailleurs rassuré les participants quant à l'engagement déterminant du président de la République pour le retour définitif de la paix sur l'ensemble du pays en général et particulièrement dans les zones en proie à l'insécurité récurrente. Vous connaissez très bien cette crise artificielle, si je peux l'appeler ainsi, traverse notre parti. Nous, comme caucus, nous ne nous sommes jamais prononcés sur cette question. On a vu que ça n'était trop et qu'il était aussi grand temps que nous puissions rassurer les chefs de l'exécutif du parti que l'UDPS Sud Kivu n'est pas avec le frondeur. Nous sommes des légalistes, nous sommes des démocrates et nous soutenons l'autorité légitimement établie. Et pour boucler cette rencontre, le caucus a décerné de manière symbolique 2 trophées au président de la République Félix Tshisekedi et au secrétaire général du parti politique UDPS Tshisekedi. Ces trophées ont été remis tour à tour à l'honorable Augustin Kabouya par la présidente du caucus, Madame José Emina, et un autre membre du caucus. Autre chose, la résilience des villes africaines dans les zones industrielles et les zones sismiques. C'est sous ce thème qui sera tenu du 27 au 30 août prochain le 14e congrès de l'Assemblée générale de l'Union des architectes de l'Afrique. Il s'agit d'une rencontre qui va réunir pour la première fois plus de 2500 architectes du monde dans le but de communiquer d'une manière efficace l'action diplomatique initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi en République démocratique du Congo. Ce mardi, une réunion des prises de contact a eu lieu pour une bonne préparation de ces assises internationales. Ce congrès qui va se tenir à Kinshasa du 27 au 30 août 2025 sous les thèmes la résilience des villes africaines dans les zones industrielles et les zones sismiques aura pour objectif de faire découvrir au monde les métiers d'architecte méconnus dans son vrai sens du terme. C'est mardi, au cours de la réunion préparatoire consacrée à la prise de contact, les participants, notamment l'Ordre national des architectes, ont posé des préalables pour une bonne organisation du 14e congrès et assemblée générale de l'Union des architectes de l'Afrique. Sur base des instructions, orientations que la Première ministre a données, il était question de mettre en place une commission interministérielle qui puisse accompagner justement l'organisation de ces congrès pour que cela soit un succès. Parce que les congrès devraient être un miroir pour communiquer d'une manière efficace l'action diplomatique qu'a initiée le chef de l'État par rapport à notre pays. Prenant part à cette rencontre, Donatien Kasseyette, président de l'Union des architectes de l'Afrique, précise les bien-fondés de l'organisation de ces congrès pour la première fois à Kinshasa. Une grand-messe des experts dans l'art de bâtir qui aura lieu pour la première fois au Congo. Donc, bien entendu, ce sera une vitrine pour les architectes congolais, face et devant et accompagnés par leurs pairs africains. Ce sera l'opportunité de pouvoir faire découvrir à la population congolaise en particulier ce qu'est le métier d'architecte. Le 14e congrès et assemblée générale de l'Union des architectes de l'Afrique va donc accueillir plus de 2500 architectes du monde composés de 43 pays d'Afrique et une dizaine au-delà du continent. Et pendant plus de 30 ans, les noms des LMC, lignes maritimes congolaises, avaient presque disparu des flots. Aujourd'hui, il est de retour avec ferme détermination à redevenir le géant des mers de la sous-région. Bientôt, l'entreprise va acquérir ses propres navires. Plus de détails avec Christian Bokaya Doucouré. C'est une annonce historique à l'issue des travaux stratégiques menés ces derniers mois. Le président du conseil d'administration, Lambert Mendeo Malanga, a confirmé ce que beaucoup n'osaient plus espérer. L'acquisition des navires en propre devient enfin une réalité. Donc aujourd'hui est un grand jour pour l'île maritime congolaise qui redevient, on peut le dire, parce que c'est d'ici le mois d'octobre que nous attendons la livraison du premier navire en leasing, et d'ici la fin de l'année prochaine, la construction du nouveau navire sera terminée. Mais pour aller vite, nous avons décidé d'en prendre un de seconde main en leasing
et c'est ce qui vient de se conclure maintenant. Un immense sentiment de joie pour le directeur général Jean-Claude Mukindimbi Mouinza, architecte du plan stratégique de développement 2025-2027, lui qui se bat corps et âme pour l'affirmation des LMC dans ses prérogatives statutaires et stratégiques des transporteurs maritimes et multimodales nationales au service de la RDC et de l'Afrique. Nous voici réunis une fois encore après notre passage au mois d'octobre de l'année passée. Nous vous avons rendu visite dans vos installations à Gorichem en Hollande. Ces différentes visites ainsi que nos correspondances réciproques montrent l'intérêt que revêt l'acquisition des navires pour les lignes maritimes congolaises. Un partenariat stratégique avec le groupe néerlandais Damen, l'un des leaders mondiaux dans la construction navale. Nous sommes là pour soutenir non seulement la LMC mais aussi la RDC. Donc on est là aujourd'hui pour vraiment fêter cette avancée dans la souveraineté du pays et dans un plan stratégique qui va avancer pendant les années à venir. Ce retour de LMC sur la scène maritime régionale est porteur d'espoir, plus de compétitivité et une nouvelle ère pour la souveraineté logistique du pays. Le gouverneur du Olomami, Marmon Banza Mouloumé, a visité les entreprises émémères et bénéphones implantées dans les territoires des Malembankulu. Question de se rassurer de leur fonctionnement sur place. Il a reçu les explications des responsables. Après la chefferie des Moulongo, le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmon, dans sa suite le membre du conseil de sécurité, s'est dirigé à Ngoya dans la chefferie des Mousseka. Ici, l'autorité du Olomami a reçu un accueil digne de son nom, lui réservé par les fils et filles de ces coins. Après les honneurs de la PNC et des notabilités, le chef de l'exécutif a dans son mot invité la population à abandonner le mouvement insurrectionnel et à se ranger derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix sur l'ensemble du pays. Pour mémoire, le gouverneur a entamé cette ronde, question de récolter les désidératas de la population. Dengoya, Banza Mouloumé s'est engagé direction Kanunka, où l'entreprise MMR exploite les minéraux depuis plusieurs années. L'homme à grande vision a tout compris, la vraie face de toutes ces entreprises minières. Dans sa suite, la ministre des Mines, le ministre de l'Intérieur et des Infrastructures. Partout, la population a remercié le gouverneur Banza Mouloumé pour cette politique, celle de décourager les ennemis de la paix, surtout ceux qui tracassent sa base. Qui vivra verra. À Kanunka, Banza Mouloumé Marmon s'est dit désolé de voir l'entreprise MMR laisser la population à la merci de la souffrance en laissant des trous ça et là. Cette désolation pour le gouverneur est une occasion de remettre de l'ordre dans ces secteurs qui étaient jadis un champ ouvert à tout le monde. Toujours à Kanunka, l'autorité a échangé avec les créateurs où il les a invités à quitter le mouvement de rébellion car rien ne sera fait sans la paix. Il interpelle les services de l'État à abandonner la tracasserie, car quiconque sera surpris subira la rigueur de la loi. Rien n'étant à l'ordre du jour, le gouverneur et toute sa délégation ont regagné Ngoya pour un repos temporaire. Le Burundi interdit désormais l'accès sur son territoire aux ressortissants congolais détenant des documents émis par les rebelles de 1-23. En clair, toutes les personnes en provenance des villes actuellement sous contrôle de l'AFC 1-23 comme Goma ou Bukavu, porteuses des documents migratoires tels qu'une autorisation CPGL ou un tenant lieu, des passeports délivrés par les rebelles qui veulent voyager via ou vers le Burundi seront strictement renvoyés vers la RDC. Une notification du ministère burundais de l'Intérieur datant du 7 mai dernier confirme le refus d'entrer au Burundi à 7 sujets congolais qui ont tenté de voyager avec des documents portant des cachets sortis émanant des rebelles. Dans le monde, alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit, le Vatican pourrait devenir un nouveau cadre des négociations. Le pape Léon XIV se dit prêt à accueillir les pourparlers de paix soutenus par plusieurs leaders occidentaux, entre autres Emmanuel Macron et Giorgia Meloni.
qui se montre d'ailleurs favorable ou bien ouvert dans cette crise entre Kiev et Moscou. Le Saint-Siège neutre et respecté espère faciliter le dialogue sans toutefois jouer le médiateur officiel, une piste fragile mais porteuse d'espoir. Il avait promis de résoudre la crise en 24 heures. Plus de 100 jours, Donald Trump continue de multiplier les initiatives pour aboutir à une paix entre la Russie et l'Ukraine. Après l'échec des pourparlers en Turquie et les fiascos des rencontres en Arabie Saoudite, cette fois, c'est le Vatican avec le pape américain qui pourrait être l'hôte des prochaines négociations. C'est Donald Trump qui l'a annoncé après un appel téléphonique de 2 heures qu'il a eu avec Vladimir Poutine. Donald Trump a déclaré que les conditions d'un accord de paix ne pourraient être négociées contre la Russie et l'Ukraine et peut-être avec l'aide du pape Léon XIV. Les présidents américains et ukrainiens, le français Emmanuel Macron, l'allemand Friedrich Merz, le finlandais Alexander Stubb, l'italienne Giorgia Meloni ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont montrés tout aussi enthousiastes à cette idée de pourparler au Vatican lors d'un appel commun. Moscou ne s'y est pas non plus montré hostile. Ces négociations pourraient se heurter cependant aux exigences des uns et des autres. Le Kremlin continue de réclamer la démilitarisation de l'Ukraine et son renoncement à adhérer à l'OTAN, mais aussi veut bien conserver ses gains territoriaux. Volodymyr Zelensky, très provocateur, pourrait envenimer la situation en raison de ses joutes verbales. Si le pape américain parvient à mettre tout autour d'une même table les deux dirigeants pour discuter directement, ça serait une avancée significative, mais les deux parties devront fournir des efforts considérables pour tomber d'accord sur un compromis et signer un accord de paix en privilégiant les intérêts économiques que les vues seraient géostratégiques. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Affaire Bukengalonzo, Matata Ponyo condamné à 10 ans de travaux forcés. Il est interdit de vote et d'élection pendant 5 ans après avoir purgé sa peine principale. Verdict de la Cour constitutionnelle qui a également ordonné la confiscation des biens de l'ancien Premier ministre et de ses co-accusés proportionnellement à la somme détournée. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, la circulation alternée selon les plaques paires et impaires ne sera pas d'application. Le ministre provincial des Transports annonce par ailleurs une série de nouvelles mesures applicables dès ce mercredi. Le Vatican pourrait devenir un nouveau cadre de négociation dans la crise russo-ukrainienne. Le pape Léon XIV se dit prêt à accueillir les pourparlers des paix soutenus déjà par plusieurs leaders occidentaux. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.